Bonjour tout le monde et merci encore une fois de vous joindre à nous pour ce webinaire de la planification familiale 2030. C'est une opportunité pour nous de pouvoir rentrer dans le rapport d'évaluation de mesures. Merci Alex. Nous sommes Monsieur Wexler, nous sommes très enthousiastes de pouvoir partager ce rapport. Je m'appelle Jason Brennan et je suis le directeur principal pour l'équipe de performance dans le FP 2030. Et avant de commencer, je vais réviser quelques points logistiques pour ce webinaire. Premièrement, en plus de la présentation qui va être donnée aujourd'hui, vous allez voir en bas de l'écran des questions, des réponses. Et puis, vous pouvez aussi soumettre ces questions et ces réponses à n'importe quel moment pendant le webinaire. Et vous allez avoir vous avez la boîte de conversation dans laquelle vous pouvez envoyer aussi des commentaires. Si vous avez des difficultés techniques, nous avons plusieurs personnes à votre disposition qui pourraient vous assister à résoudre ces questions ou ces problèmes techniques en français ou en espagnol. Aujourd'hui, le webinaire, sera en anglais, mais il y a de l'interprétation simultanée qui est offerte en français et en espagnol. Avant de commencer le webinaire, il faudrait commencer par sélectionner la langue de votre choix et c'est en bas de l'écran, il y a un petit globe qui dit interprétation. Cliquez sur la langue de votre choix. Merci de le faire. Et si vous choisissez le français ou l'espagnol, vous devez muter l'audio original pour ne pas entendre la langue dans le webinaire. Alors, cette conférence en ligne sera enregistrée et nous vous l'envoyons après le séminaire. Merci de votre participation. Merci de vous être joints à ce séminaire. Merci. Comme vous le savez, vous avez donc un agenda pour le jour. C'est juste notre rassemblement. Nous avons beaucoup de points à couvrir. Vous allez voir une série de présentations sur le FP de 2030, surtout par rapport au rapport de mesure d'évaluation. Nous avons donc le rapport de 2021, les questions liées donc à l'impact de la pandémie au côté financier. Mais avant de commencer, j'aimerais donner la parole au directeur exécutif Kalissa Duef qui va donner une allocution d'ouverture et qui va vous donner des mises à jour sur ce partenariat AFP. Alors, Summer, à vous la parole. Merci Jason de cette introduction. Je pense que c'est bonjour, bonsoir, bon après-midi, là où vous vous trouvez, que vous soyez, si vous êtes à Johannesburg, je vous dis bon après-midi, j'espère que vous êtes tous engagés dans ce processus et nous vous remercions du fond du cœur d'avoir passé quelques minutes de votre temps précieux pour regarder le rapport, ce rapport et voir ce qui n'a pas été évalué, ce qui a été évalué dans notre travail et dans notre initiative. Nous faisons de votre mieux pour permettre notre bénéficiaire de faire partie à ce processus. Il faut absolument évaluer, mesurer, c'est très important. Mais est-ce que nous évaluons et mesurons de manière correcte? Est-ce que nous faisons les choses dans les règles de l'art? C'est ça la question. Je suis content de vous voir joindre à ce séminaire. Alors, cela fait un mois que je suis dans cette position, mais ça semble comme une année déjà, comme si une année était déjà passée. Encore une fois, mesdames et messieurs, Jason et toute l'équipe, tous nos partenaires de 2030, de l'FP 2030, merci beaucoup. Vous travaillez tous dur, vous remuez ciel et terre pour s'assurer que vous mesurez les choses essentielles et que vous faites le travail dans les règles de l'art pour soutenir et s'assurer que nous sommes aussi en train de contribuer à ce processus, mais qu'on est toujours dans cet esprit de travail, et qu'il y a cette époque nouvelle qui va commencer, pas uniquement de cette question de modus operandi, mais aussi par rapport à tous les aspects qui sont inclus dans ce processus. Merci Jason d'avoir organisé, merci tous les partenaires, tous ceux qui nous fournissent le soutien et le financement nécessaire pour rendre cette expérience possible. Nous apprécions votre collaboration et votre soutien. Merci beaucoup du fond du cœur.
Merci, merci Samar. Alors, je sais qu'on ne s'attend pas à répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais merci encore une fois de vous être joints et merci de pouvoir aborder cette question liée à ce partenariat. Nous allons revenir à ceci dans les questions-réponses. Alors la performance a été donc quelque chose de très important à prendre en considération. Nous avons une approche de mesure qui a été mise en place. Nous avions des défis. Alors, en 2021, nous avons changé ces changements, ces mesures, le cadre avec nos partenaires. Alors, cette année, le rapport représente notre première opportunité de pouvoir donner une mise à jour au vrai sens du terme. Nous allons prendre quelques minutes pour parler de ces changements qui ont eu lieu. Alors, diapositive prochaine. Merci. Premièrement, nous avons discuté de l'étendue géographique du reporting. Comme vous le savez, le partenariat de 2030 est ouvert à tout pays qui veut s'engager dans ce processus. Nous avons élargi les zones géographiques, l'étendue géographique. Je vais revenir à ceci dans quelques minutes avec une cartographie, avec certaines statistiques. Donc, restez avec nous. Nous avons aussi produit des changements sur le niveau de pays, y compris notre attention sur les méthodes contraceptives par rapport aux femmes, et nous nous sommes assurés de pouvoir inclure les femmes célibataires, les femmes mariées, etc. Alors aussi, nous avons fourni des mises à jour par rapport aux modèles et aux outils qui ont été utilisés et qui rendent ce processus possible. Donc, bravo à l'équipe qui a travaillé et d'autres partenaires pour le travail assidu qu'ils ont démontré. Ceci a été possible grâce à leur collaboration, surtout par rapport à la question liée aux méthodes contraceptives modernes. Nous nous sommes déplacés à la méthode d'utilisation traditionnelle et nous avons toujours estimé ces méthodes dans chaque pays, surtout par rapport aux pays dans lesquels nous avons porté notre attention à ces aspects. Nous allons utiliser ceci pour calculer les utilisateurs supplémentaires. Nous avons aussi porté notre attention sur le reporting. La focalisation sur les utilisateurs nous a permis de pouvoir regarder le nombre de femmes qui ont utilisé les services, et ceci nous a permis de regarder les programmes pour voir le nombre de femmes qui ont bénéficié de ces services. Alors, l'année dernière, pour la première fois, nous avons produit des estimations de certitude concernant certains indicateurs. Ceci est devenu commun dans d'autres domaines. Nous avons été fiers du progrès que nous avons réalisé. Nous allons continuer à faire ceci. Nous avons élargi nos méthodes cette année et c'est devenu un aspect standardisé dans le rapport de FP 2030. Nous continuons de porter notre attention sur la prévalence des méthodes contraceptives, mais en parallèle, nous avons porté notre attention sur l'utilisation traditionnelle, là où dans les pays où les pratiques sont communes. Quand je dis commune, ça veut dire 5% de prévalence au sein des femmes. Vous allez voir ceci dans des tableaux et voilà, ceci vous donnera une idée sur les méthodes traditionnelles utilisées. Nous avons formalisé, officialisé des indicateurs par rapport au jeune âge. Nous avons rendu certaines données disponibles, certains indicateurs nouveaux indicateurs. Surtout, nous allons mettre à jour ces indicateurs. Finalement, nous avons rajouté des indicateurs supplémentaires, surtout la source des méthodes et puis la répartition, la distribution de certaines et aussi le pourcentage de naissances qui est reporté. Et nous avons hâte de pouvoir plonger dans ces données dans les prochaines années à venir pour avoir plus de clarification. Nous avons, en plus de cela, rajouté donc des informations par rapport à l'index pour donner des informations supplémentaires par rapport aux années à venir et donner plus d'idées sur les enquêtes. Donc, restez connectés avec nous. Et il y a eu plusieurs changements et ceci a demandé beaucoup de travail, a demandé la collaboration des partenaires. Je suis vraiment reconnaissant et je voudrais exprimer mon appréciation par rapport à tous les analystes qui ont participé à la collecte des données et à la mise à jour de ce travail.
Maintenant, pour revenir à l'étendue géographique, l'étendue, le FP 2020 a reporté 69 pays vulnérables, les plus vulnérables, basés sur le GNI. Voilà, peut-être en 2010, nous avons commencé avec des pays à moyen et faible revenu, 82. Donc, je dirais pays à faible et à moyen revenu basés sur le GNI voilà, par capita en 2020. Il y a eu un FP 2020 original qui a été inclus dans le reporting FP 2030 et c'était une exception. L'étendue du reporting sera revisitée avec le temps pour que les pays à moyen revenu puissent s'engager dans ce processus. Je voulais juste vous donner un rappel que nous avons des processus voilà, qui sont spécifiques et pour voilà, avoir une traçabilité des progrès qui sont réalisés. Notre objectif est de pouvoir avoir ce processus continué et pour soutenir ces pays supplémentaires qui vont bien sûr s'engager et pour pouvoir reporter leurs données en la matière. Avec ce contexte concernant le changement et puis le cadre de mesure et d'évaluation. Rentrant maintenant dans les statistiques, nous estimons que vers juillet 2021, il y a eu 357 millions de femmes et de filles qui ont utilisé les méthodes de contraception dans les pays à faible et à moyen revenu. En conséquence de cette utilisation, bien sûr, nous avons voilà, pu réaliser des méthodes importantes. 135 millions de grossesses ont été voilà, captées, 28 millions d'avortements et 140 000 voilà, décès maternels. Ce sont des statistiques qui ont été collectées dans le cadre d'enquêtes en 2020, au début de 2020. Et ce sont des collectes de données que nous avons pu recueillir. Nous avons porté notre attention sur le travail de terrain qui a été fait. Il y a eu des retards par rapport à certaines données, mais certainement, nous avons pu comprendre les possibilités d'impact que la pandémie a joué en ce sens. Avant de rentrer dans ces questions, je voulais remercier Émilie dans l'équipe pour le travail qu'ils ont accompli. Et maintenant, je vais donner la parole à Émilie pour qu'elle discute de la nouvelle section du rapport qui a été démarré cette année. Émilie, à vous la parole. Merci, Jason. Peut-être qu'on pourrait rentrer dans le vif du sujet et puis on pourrait passer à la diapositive suivante. Ce que Jason a, c'est une opportunité de pouvoir prendre l'approche régionale pour regarder les reparts, pour essayer de mettre en place certains aspects significatifs. Si on a plus de pays, veut dire plus de diversité, plus de performance, plus de services et plus de priorités. C'est bien sûr ces profils régionaux. C'est une première étape pour pouvoir reporter voilà, pour faire un reporting annuel. Ces rapports régionaux donnent une idée générale sur les lignes de base et sur les indicateurs et voilà, qui offrent des opportunités pour des analyses de données futures. Nous devions absolument avoir une accélération de croissance avec l'initiative MCP. Nous regardons au-delà de ces aspects pour essayer de regarder les priorités différentes en focalisant sur les régions et les sous-régions. Ceci va focaliser sur le choix, durabilité, équité, responsabilité ou redevabilité. Dans les prochains rapports, il faudrait qu'on utilise une approche pour essayer d'explorer ces différences et mettre l'accent sur les priorités que nous regardons dans les pays. Diapositive prochaine. Comme point de départ, dans le rapport de cette année, nous allons avoir des variations dans trois étapes. Les dynamiques de la population, alors les prévalences de méthodes contraceptives et les méthodes modernes mixtes. Maintenant, je vais discuter uniquement le deuxième et troisième aspect. Merci. Diapositive prochaine. Comme Jason l'a mentionné, le MP, nous allons faire des prévalences par rapport aux femmes mariées, non mariées. Ce sont bien sûr
approches parmi les femmes, qu'elles soient mariées ou célibataires, bien sûr, dans des régions, l'Amérique latine, les Caraïbes et bien sûr l'Asie et le Pacifique et en Afrique. Et ceci montre les prévalences à travers les régions. Vous voyez que voilà, il y a des courbes qui sont accentuées par rapport aux femmes mariées. Nous avons 70% des femmes mariées utilisent les méthodes modernes. Avant, si vous regardez les sous-régions, nous voyons sur le graphique que la majorité des femmes mariées dans toutes les régions sous-régionales utilisent ces méthodes modernes contraceptives. Cette relation hiérarchique consiste à regarder toutes les femmes, qu'elles soient mariées ou célibataires, et regarder la prévalence. Vous avez la ligne orange et bleue et puis verte. Il y a des variations dans ce modèle quand on regarde les femmes célibataires et c'est la courbe vers la droite. Nous avons une prévalence dans l'Asie. Nous avons des valeurs qui sont très spécifiques par rapport à ces femmes non mariées et nous avons des besoins qui ont été exprimés par rapport à ces tranches de population. Nous regardons les niveaux de prévalence et il y a des valeurs ajoutées que nous avons accueillies par rapport à la croissance. Ceci, voilà, nous a montré que les femmes mariées ou les femmes non mariées ont des courbes différentes. Il y a des pourcentages qui changent d'une tranche à l'autre et nous avons par rapport aux sous-régions ces trois populations qui sont très claires et leurs statistiques sont claires. Nous voyons en Afrique, voilà, il y a eu des changements qui se sont produits dans les 10 années voilà, dernières. Nous voyons que dans les pays subsahariennes, des statistiques ont montré des augmentations. Aussi, nous avons une augmentation de 9,9. Nous voyons aussi la même performance quand nous regardons les données des femmes mariées avec la plus grande croissance avec le côté vert et nous avons aussi dans les diapositives précédentes de pouvoir recueillir ces méthodes. Ces taux de croissance représentent des priorités dans certains pays et le succès que nous avons pu recueillir voilà, dans certaines transitions. Le dernier graphe montre le changement par rapport aux femmes non mariées et nous voyons des croissances au niveau des régions, des sous-régions. Ces différenciations sont poussées par différentes méthodes de PCR, d'intensité, puis d'échelle, etc. et des programmes mis en place. Dans certains cas, nous attendons le même modèle à l'avenir, mais ce n'est pas vrai pour toutes les sous-régions. Les croissances pendant les 10 dernières années a été repositionnée par rapport dans ces sous-régions et les données, peut-être que nous allons voir vers l'avenir, vont représenter d'autres catégories. Ce dernier graphique montre les méthodes utilisées dans les sous-régions. Nous voyons que les méthodes utilisées dans certains pays et puis nous voyons aussi les méthodes les plus communes. Regardons les deux exemples que nous avons sous les yeux. Si nous allons commencer par les deux méthodes. La première, c'est l'Afrique de l'Est et nous avons ceci représenté vers la gauche. Ceci montre que les injectables, c'était la méthode la plus utilisée, suivie par les comprimés en orange et puis après les implants dans le côté bleu. Il y a des variations, les injectables voilà, ressortent comme étant la méthode la plus utilisée. Maintenant, essayons de comparer ceci avec l'Amérique du Sud qui est donc représentée en bas. Nous voyons qu'il y a beaucoup plus de variations. Les comprimés sont plus utilisés dans les pays pauvres et puis aussi les préservatifs, la stérilisation, le stérilet, etc. dans d'autres pays. Si nous regardons le graphique d'en bas et si nous commençons par l'Afrique de l'Est, nous pouvons regarder qu'il y a une méthode qui ressort. Dans 8 pays, les implants, c'est la deuxième méthode la plus utilisée, suivie par les comprimés. Et encore, il y a ici la même voilà, perception par rapport aux utilisations des moyens contraceptifs. Encore une fois, nous voyons d'autres variations. Nous avons des préservatifs comme étant la deuxième méthode contraceptive suivie par les injectables, des comprimés et puis stérilés dans le pays. Et puis, il y a aussi, dans un pays, il y a la deuxième méthode utilisée comme étant le stérilet. Ces différences reflètent donc différentes méthodes sanitaires et ceci démontre qu'il y a des méthodes utilisées dans différentes locations. Ceci montre aussi qu'il y a des approches régionales et sous-régionales.
ces données, c'est juste un début de conversation et c'est une opportunité de pouvoir diversifier la discussion dans laquelle on pourrait avoir plus accès aux données. Je vais donner maintenant la parole à Martin qui va parler du côté financement. Merci beaucoup, Emily. Merci. Je suis le directeur de MFP20. Donc, le partenariat reconnaît le besoin pour une attention focalisée sur la mise en place et le suivi du secteur de planification familiale. Et ceci veut dire que ceci est bâti sur le travail assidu qui a été fait par rapport aux autres étapes. Nous avons vu des progrès se réaliser dans le financement, surtout dans notre travail auprès des partenaires des pays et dans l'alignement et la collecte des données. Ces rapports de mesure reflètent les résultats récents de ces efforts qui ont été réalisés. Il y a un défi, bien sûr. Le défi, c'est que ces rapports sont inclus. Donc, l'impact qui a été fait par l'impact, Jason va discuter plus davantage dans notre section sur les impacts de la pandémie ultérieurement dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons réviser les données dans trois aspects. Premièrement, les fonds du gouvernement dans la planification familiale. Deuxièmement, les fonds et puis les domestiques ou locales par rapport aux pays à faible et à moyen revenu. Troisièmement, une estimation des dépenses qui ont été encourues dans le cadre de planification familiale par rapport aux pays à faible et à moyen revenu. Dans le cadre du gouvernement et dans le financement, j'ai hâte de vous présenter à M. Adam Wexler, qui travaille dans la Fondation de famille. Merci. Merci. Encore une fois, bon après-midi, bonsoir et bonjour. Je m'appelle Adam Wexler. Je suis avec la famille, avec Kaiser, et je vais vous donner une approximation de tous les financements. Premièrement, j'aimerais vous donner une photo, une idée, un aperçu très rapide sur notre modèle, sur notre approche, et puis après, je vais rentrer en détail, mais vous êtes les bienvenus à poser certaines questions. Alors, diapositive prochaine, introduction et méthodologie. Voilà, introduction. Nous avons commencé par la collecte des données en 2012 au cours du sommet de Londres, et nous avons collecté donc les gouvernements pour essayer de faire, nous avons adapté la méthodologie utilisée pour faire le suivi des dépenses par rapport au VIH. Et puis, nous avons des rapports présents 2020 par rapport aux données de financement. Et aujourd'hui, nous avons des données disponibles de 2012 à 2020. Qu'est-ce que nous avons pu recouvrir après? Nous avons inclus des données relatives au financement de tous les membres, l'OCDE, et puis pour avoir des collectes de données de 10 bailleurs de fonds, l'Australie, Canada, Danemark, France, l'Allemagne, bien sûr les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Nous avons aussi, bien sûr, des approches bilatérales que nous avons adoptées aussi. Nous avons essayé de capturer des fonds dans le cadre d'autres développements, d'autres assistances. Par exemple, un projet sur l'éducation qui pourrait avoir des composantes. Nous avons aussi pu capturer ceci. Nous avons pu avoir des données d'autres organisations multilatérales. Nous avons aussi regardé des ressources centrales de l'UNFPA. Méthodologie suivante. Nous avons changé notre méthodologie au cours de cette année. Nous avons aussi des décaissements présentés par les États-Unis, mais le rapport présente un fonds des États-Unis pour les planifications familiales comme spécifié dans les appropriations, les projets de loi annuels. Il y a eu des raisons pour ce changement. Le processus des États-Unis est unique, exceptionnel parmi tous les bailleurs de fonds, et ceci est
important. Nous avons vu que voilà, les décaissements ont été très importants. Et depuis le travail qui a été fait par les bailleurs de fonds, nous avons senti que l'appropriation des États-Unis était plus exacte dans ses réflexions par rapport aux engagements à la planification familiale. Et nous avons commencé à présenter ces données. Diapositive prochaine. Qu'est-ce que nous avons trouvé en 2020? Après 3 ans de croissance, le gouvernement ou les financements ont décliné de 100 millions de dollars en 2020. Ça veut dire ceci comparé au niveau de 2019 qui représentait 1,5 milliard de dollars. Cette chute était bien sûr bien expliquée, était largement due au moment des décaissements, mais elle est aussi en partie due à la décroissance voilà, des contractions et des impacts causés par la pandémie. Il y a eu 3 bailleurs de fonds, le Canada, la France et puis la Suède, 3 qui ont chuté, le Danemark, l'Allemagne, la Norvège et la Grande-Bretagne, et 3 qui ont été essentiellement maintenus, l'Australie, les Pays-Bas et les États-Unis. Ces approches ont été les mêmes dans les pays, par rapport aux pays d'origine. Ce graphique démontre les approches qui ont été adoptées avec le temps. Comme vous voyez, en 2020, il y a eu une légère chute, mais de 2016 à 2017, il y a eu des chutes, mais ceci a été dû à l'augmentation du dollar américain, et ceci, il y a eu aussi d'autres chutes d'autre part du graphique. Les États-Unis étaient le bailleur de fonds bilatéral le plus important en 2020, avec une redevabilité de 42%, 592,5 millions de dollars du financement bilatéral d'autres gouvernements. Voilà, il y a eu aussi d'autres bailleurs de fonds comme la Grande-Bretagne, et ceci démontre que ces pourcentages ont été répartis, comme vous le voyez sur le graphique. Les États-Unis, vous avez la Grande-Bretagne, et puis vous avez aussi la Norvège, le Danemark et d'autres bailleurs de fonds. En général, le fondement ou le financement du gouvernement des bailleurs de fonds a augmenté de manière significative depuis 2012. Surtout, ceci a été noté dans le sommet de Londres en 2020. Nous avons eu donc un financement de 1,2 milliard de dollars, et puis aussi nous avons eu 6 bailleurs de fonds dont les financements ont été acheminés du Canada, de Danemark et d'autres pays. Et ceci a été plus élevé que les autres pays. Ce graphique démontre, surtout la ligne orange, le financement fourni par les États-Unis. Comme vous voyez, cette ligne est bien stable. La ligne bleue montre le financement d'autres bailleurs de fonds. Nous avons vu qu'il y a eu des chutes d'ici et là, des augmentations. Comme vous l'avez mentionné auparavant, il y a eu des activités, des contributions à travers les ressources centrales et non centrales. Et n'importe quelle contribution à ces ressources sont incluses dans les totals qui sont spécifiés par les bailleurs de fonds avec les activités. Les contributions à UNFPA et les ressources sont censées être utilisées pour des activités pragmatiques, donc FP par exemple, mais aussi le VIH et aussi l'appui opérationnel général. En 2020, les bailleurs de fonds ont donné 400 millions à UNFPA qui a augmenté de 40 millions comparé à 2019. L'Allemagne a donné la contribution la plus large en 2020 et après ça la Suède, le Norvège, les Pays-Bas et le Danemark. Les États-Unis n'ont pas donné de fonds à UNFPA en 2020 dû à l'administration Trump qui parlait de l'amende Kemp-Kasten pour ne pas donner de fonds de UNFPA. C'est important de signaler que l'administration Biden ne va pas faire la même chose depuis qu'ils ont commencé. En 2020, UNFPA a gaspillé presque 451 milliards dans les ressources de 2020 et comparé au taux de 2019. La collecte de données de 2021 a déjà commencé. On va continuer vers l'envers avec un effort en particulier pour évaluer la COVID.
et les fonds de la COVID pour 2021 qui sera disponible en conjonction avec le rapport de mesure de FP 2030. Avec ça, je repars, je redonne la parole à Martin. Merci beaucoup. C'était une bonne description des données de cette année en ce qui concerne les dépenses gouvernementales et des bailleurs de fonds. Donc, on va parler des deux catégories prochaines. On va parler des dépenses du gouvernement domestique. Bien sûr, ces dépenses qui reflètent l'engagement du gouvernement pour fonder ce programme et indiquent le prospectus pour leur durabilité financière à long terme et tout l'appui du gouvernement qui aide les familles, la planification familiale avec la formation et les recherches et les études. Et ça a pris beaucoup d'années de travail avec des efforts intensifs pour établir les méthodologies nécessaires et analyser ces résultats dans les processus de validation de pays qui nous ont aidés à les publier. Les données parviennent de trois sources, l'OMS, de Track 20, évaluation de dépenses, et aussi mes collègues à UNFPA, bien sûr. C'est un plaisir de pouvoir vous dire que cette quatrième année de rapport des dépenses gouvernementales au niveau national, il y a beaucoup de pays qui continuent à avoir une croissance chaque année. Ils ont des données de la part de 59 pays qui a changé. Avant, c'était 45 dans le rapport de l'année dernière. Et donc, ça, c'est le total de 1,6 milliard en dépenses nationales. Et donc, ces 59 pays font partie de 80 et quelques des méthodes utilisées dans les pays à revenus faibles ou moyens. Et donc, vous pouvez voir ces détails sur la graphe sur notre site web dans le rapport de mesures en détail des pays comme l'Inde qui a rapporté plus de 300 millions de dollars américains en ce qui concerne la planification familiale et 5 pays de ces 59 ont rapporté des dépenses domestiques moins de 1000 dollars pour cette année. En particulier, encore plus d'informations sur notre rapport, vous pouvez le réviser en détail et s'il vous plaît, revenez avec vos questions pour nous et des questions si vous en avez. Donc, sur la prochaine diapo, on va parler des dépenses en total sur la planification familiale en 2019, qui est l'année la plus récente qu'on a eu les dépenses domestiques du gouvernement disponibles. Ils sont estimés à 4,3 milliards de dollars pour les pays à revenus faibles ou moyens. Les bailleurs de fonds internationaux ont estimé 45 domestiques et le 41 des consommateurs et bien sûr le 14 et additionnellement aux bailleurs de fonds bilatéraux, on voit la section ici des fondations privées qui ont contribué aux ressources de la planification familiale qui sont inclus ici. Donc, cet équilibre relatif entre le domestique et de sa propre poche partout dans tous les pays avec qui on travaille et dans les autres rapports de progrès de FP 2020. Donc, la proportion la plus large est au Sénégal de la part du gouvernement, là où les donateurs ou les bailleurs de fonds ont une bonne proportion, tandis qu'en Tunisie, ils ils ont dépensé beaucoup de ces fonds de la planification familiale. On va voir plus de détails envers le rapport de mesure de FP 2030. En ce qui concerne les dépenses domestiques sur la planification familiale, c'est le 41% de ce 4,3 millions de dollars, milliards de dollars, pardon, que 5 pays comme le Pakistan, l'Indonésie, l'Inde et les Philippines qui représentent le 81% de ces dépenses gouvernementales euh, locales sur la planification familiale. Et puis, je veux juste remercier tous nos
tous nos collègues et donc en ce qui concerne les dépenses de la planification familiale avec qui on travaille sur ça, surtout la Fondation familiale et nos collègues à l'OMS, UNFPA et IntraHealth 2020 et nos collègues dans le pays pour leur travail acharné et leurs efforts. Maintenant, je veux repasser la parole à vous, Jason, pour parler de notre analyse des impacts de la COVID-19. Merci beaucoup, Martin. Et vous pouvez parfaitement poser des questions sur la chat n'importe quel moment. Et bien sûr, on a des analystes qui sont en train de répondre à vos questions sur la Q&A. Donc, allez-y, posez vos questions. Je veux juste maintenant parler sur le rapport de progrès de cette année sur la section de COVID-19. Comme l'année dernière, on collectait des données de la partie de différents partenaires pour évaluer l'impact de la COVID sur la planification familiale. On a posé 4 questions dans le rapport cette année basées sur des hypothèses, les impacts hypothésés depuis le début de la pandémie. La première question, est-ce que la pandémie a résulté en délai et rupture de la création, la fabrication des contraceptifs et la livraison et les voies d'approvisionnement? La deuxième, est-ce que les fermetures dues à la pandémie ont résulté en rupture de secteur privé et public? La troisième, est-ce qu'il y a eu des changements dus à la pandémie, des délais ou bien plus d'utilisation de contraceptifs? Est-ce qu'ils ont eu des impacts sur les sous-groupes? Et puis, le dernier point est comment est-ce que les impacts économiques ont affecté les fonds ou les financements de la planification familiale? Je veux juste répondre à chacune de ces questions et bien sûr, je vais partager plus d'informations dessus. Donc, la première question en ce qui concerne les ruptures et les délais pour la création des contraceptifs en décembre, nos collègues à CHAI et RHSC ont publié le rapport du marché de planification familiale annuel et il y avait un webinaire sur ce rapport récemment. Et j'espère que vous avez eu l'opportunité de voir ces résultats. Et donc, on a parlé de données de livraison, de contraceptifs, et on a analysé le secteur privé. Et donc, tout ce qui a été livré était constant entre 2019 et 2020. Avec ces données préliminaires, pour l'année du calendrier 2020, il n'y avait pas de déclin dans les CYP. Et donc, les compagnies pouvaient parfaitement continuer à livrer les produits. Et donc, ça n'évalue pas si les produits étaient disponibles dans les centres de santé. Donc, la question n'est pas vraiment complète. On sait très bien que la pandémie continue et n'a pas fini, mais c'est un signe de résilience, au moins du côté de production et d'envoi. Maintenant, on va voir les données de la part des centres. Cette diapo montre des données de la part des pays. Vous pouvez voir ici qu'il y a 6 pays. Le Track 20, l'équipe qui a évalué les volumes de services dans les pays africains subsahariens et ils ont modelé les données de tendance pendant des années pour calculer l'utilisation de les utilisateurs modernes de 2020. Et bien sûr, on a des données de statistiques de services pour évaluer la chiffre d'utilisateurs modernes qui sont servis. Et donc, ils ont comparé à quoi ils s'attendaient, qui est la ligne bleue, avec les services actuels, qui est l'orange. Pardon, je ne connais pas bien mes couleurs.
Donc, 4 des 6 pays que vous voyez ici, vous pouvez voir que il y a des utilisateurs actuels en 2020 étaient plus hauts que ce qu'ils attendaient. Et puis, les 2 pays, 5 et 6, vous pouvez voir que l'utilisation était en déclin. Elle était plus lente. Les données mensuelles montrent des fluctuations, surtout au début des confinements, et des données annuelles qui illustrent la continuité des services qui ont été maintenus. Track 20 a produit un rapport supplémentaire avec notre rapport de mesure cette année qui a examiné beaucoup de données de la part de ces pays et des pays additionnels. J'espère qu'un de mes collègues pourra poster ce lien tout à l'heure sur le chat et je vous encourage à explorer ça sur le site Track 20. Prochaine diapo. Donc, ça avait à voir avec des services. Mais qu'est-ce qu'on sait sur l'utilisation des contraceptifs à travers le temps? Donc, heureusement que le projet PM avait déjà planifié pour faire une analyse ou un sondage dans le foyer. Ils ont fait des entretiens avec des femmes qui n'ont pas changé leur statut de contraceptif et puis ils ont eu un autre entretien avec eux et on voit des résultats de la part du Kenya et Burkina Faso. Chacun de ces barres représente les réponses des femmes dans deux instances différentes. Un avant la pandémie et puis un autre en 2020 et des rapports sur leur changement en utilisation de contraceptifs. Donc, si on regarde Burkina Faso, vous pouvez voir que au début de la barre, il y a le 41% de ces femmes qui n'utilisaient pas de contraception avant la pandémie et continuent à ne pas l'utiliser. Le 26% utilisaient des contraceptifs et continuent à le faire. Le 6% ont arrêté l'utilisation des contraceptifs et le 25% ont adopté une nouvelle méthode. Donc, ils n'utilisaient pas avant, mais maintenant, ils utilisent. Donc, vous voyez que l'adoption ici a dépassé la faute d'utilisation. La même chose au Kenya, quand on regarde la prochaine barre, vous pouvez voir que l'utilisation des contraceptifs était plus haute. Ils avaient 69% d'utilisation au Kenya. Mais quand je regarde les 2 segments en bas, vous pouvez voir que l'adoption des contraceptions est de 13% de femmes qui étaient plus hautes que la faute d'utilisation. Donc, les femmes avaient plus tendance à adopter une méthode que de l'arrêter. Avec les défis de la pandémie, ces données sont disponibles dans de différentes publications et des journaux et des données additionnelles qui vont sortir de projets PMA sur le site. Je vous encourage à le voir, inclus notre rapport, là où vous pouvez trouver les articles cités pour pouvoir avoir plus d'informations. Aucun sondage a trouvé des déclins substantiels en ce qui concerne l'utilisation des contraceptifs en 2020 et on a hâte à continuer à avoir ces données. Donc, on est toujours en train de parler d'un groupe limité de pays et le projet PMA qui est actif. Prochaine diapo. Diapositive prochaine. Finalement, les impacts sur le financement de planification familiale. Vous avez entendu de Adam et Martin que les rapports ont démontré que nous avons vu des T-1, T-2 en 2020. Nous avons regardé le temps qui était considéré et puis le rapport a démontré que si vous le lisez en profondeur, nous avons vu des décisions qui ont impacté sur les décaissements bilatéraux de 2020 avant la pandémie. Nous n'avons pas eu de visibilité sur les impacts financiers dans le rapport de cette année,
concernant le financement de la planification familiale. Nous avons vu dans certains ménages et dans certaines enquêtes des préoccupations significatives, des pertes de revenus, et nous avons des illustrations par rapport à ceci et nous pensons qu'il y a eu beaucoup de prudence qui a été sollicitée, surtout dans la considération des financements. Ceci peut-être avait eu des impacts sur les bailleurs de fonds, surtout que les bailleurs de fonds fournissent de l'assistance au niveau de notre côté sanitaire, où nous avons vu aussi certains impacts. Ceci pourrait aussi inclure des impacts sur les capacités locales par rapport aux ressources liées à d'autres domaines et aussi aux dépenses voilà, qui ont été peut-être affectées pendant la pandémie. Je vous dirais que toutes les sections concernant les impacts sur la pandémie sont en cours. Nous avons hâte de travailler auprès des partenaires pour essayer de rassembler des données, des ressources concernant l'impact de ces pandémies, les réponses aussi qui ont été données dans le cadre de l'année 2019 et nous avons hâte d'entendre votre perspective. Vous pouvez nous envoyer des données, des rapports sur ces impacts et nous allons continuer de partager ceci de manière plus agrandie. Merci à tous ceux qui ont contribué dans ce processus. Avec cela, j'aimerais porter notre attention maintenant aux ressources en ligne qui sont disponibles. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder le côté des ressources. Plusieurs d'entre vous, les participants, ont demandé des questions par rapport à données. Vous avez demandé davantage de données et nous sommes prêts à répondre à ces questionnements. Ce que vous pouvez trouver sur le site web de 2000 FP 2030, vous avez le rapport de transition qui est disponible, qui donne des informations sur les transitions, sur la gouvernance, sur les portails, sur les bureaux et qui a été publié en novembre sur le site web. Vous avez aussi le rapport d'évaluation que nous avons discuté aujourd'hui. Il y a aussi des tableaux estimatifs. Nous avons des estimations sur l'incertitude concernant aussi les indicateurs, sur les données régionales. Nous avons ceci disponible sur une fiche tableau Excel. C'est classifié par indicateur. Ceci est disponible en langue française, anglaise, espagnole et est en cours. Nous avons aussi des données par rapport à la jeunesse et à la tranche d'adolescents. Et puis après, nous avons un tableau sur les données, un tableau de bord ou un tableau récapitulatif et ceci sera disponible très prochainement. Nous continuons de répondre à toutes les demandes que nous entendons. Nous ferons de notre mieux pour pouvoir fournir ces ressources. À côté de cela, nous avons tous les graphiques disponibles et en plusieurs formats si vous aimeriez les utiliser dans vos présentations. Ils sont disponibles en présentation PowerPoint. Merci de ces questions que vous avez posées et nous faisons de notre mieux pour y répondre le plus vite possible. Maintenant, je voudrais tourner mon attention à la session questions-réponses. Nous avons plus de 10 minutes disponibles pour ceux qui sont disponibles. Restez connectés. Nous avons à peu près 20 minutes pour moi-même et d'autres panélistes intervenants qui sont ici pourraient fournir des réponses à des questionnements que vous pourrez avoir. Alors maintenant, je vais ouvrir mes fenêtres pour voir s'il y a des questions de la part des participants. Peut-être que je pourrais les lire et les poser à nos intervenants. Merci. Je vais juste déplacer une fenêtre pour essayer de voir les questions posées. Merci, je vois une question de Halima sur les dépenses concernant la gouvernance dans les pays à faible et à moyen revenu. Est-ce que ces dépenses sont précisées? Est-ce qu'il y a des
parce qu'il y a des dépendances au niveau des bailleurs de fonds. Elle pense que le financement local démontre un engagement de la part du gouvernement par rapport à cette question de planification familiale. Merci, Jason, pour la question. Halima, merci de votre question. Pour le rapport, c'est notre dépense locale de quatrième année. Ceci ne veut pas dire que nous avons 4 points de données pour des 59 pays que vous voyez sur le tableau. Nous allons continuer de travailler concernant ces approches. Ceci dit, il y a certains points clés qui en ressortent. C'est une question variée à travers les 59 pays. Ça ne donne pas une question précise, mais plus tard, nous allons encourager des approches au niveau des pays à faible et à moyen revenu, surtout dans la phase fiscale pré-pandémique en 2020-2021. Mais sur la base de ces données disponibles, les 5 grands pays avaient des proportions accrues. Le Pakistan, l'Indonésie, l'Inde et les Philippines. Il y a aussi des données encourageantes de certains pays subsahariens au sein du MLC Group. Alors, Côte d'Ivoire, 44 millions de dollars qui ont été accrus en 2019 par rapport à la planification familiale. Nous avons la Tanzanie aussi, Halima, 46 millions de dollars qui ont été dépensés par l'Organisation mondiale de la santé. Et nous voyons, voici nous avons vu des chiffres un peu serrés dans les pays les plus vulnérables à faible revenu où il y a eu des difficultés qui ont été notées par rapport à l'engagement, à l'affectation des fonds locaux, surtout par rapport à ces dépenses. Nous sommes en train de travailler dur dans le cadre de cet engagement, surtout dans le cadre de ce financement, parce que c'est une partie importante du gouvernement. C'est un côté essentiel dans ce financement. 13 ont été lancés, ont été publiés dans notre website. Nous continuons de travailler dur en ce sens et donner plus de données concernant ces analyses par rapport à ces rapports de FP 2020. Ce sont des étapes très importantes. J'espère que ceci répond à votre question, Halima. Oui, Martha, là que nous sommes en train de parler à ces dépenses locales, il y a une question par rapport à Monica, une question venant de Monica concernant le Ghana, l'Indonésie. Alors, le Ghana sur le bas, en bas de l'échelle et puis l'Indonésie en haut de l'échelle. Alors, est-ce que peut-être que les dépenses de la poche, puis les dépenses ont changé? Est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été notées en ce sens? Une conférence en ligne rentrera en détail concernant ceci. Ce serait bien d'organiser une conférence en ligne qui rentre plus dans ces détails pour expliquer plus ces dépenses. Nous allons rapporter les perspectives nécessaires pour répondre à ces questions. C'est un groupe. Votre question concernant le Ghana, l'Indonésie est pertinente. Nous pourrons très bien lui porter une attention particulière pour vous répondre par rapport à cette question d'évaluation et pour voir ce que l'analyse dit concernant ces dépenses en relation avec les bailleurs de fonds. Nous pourrons certainement regarder cette question de près. En ce qui concerne ce que nous avons dépensé des dépenses de la poche, 86 millions de dollars qui ont été dépensés. Je parle au nom de RHSC et tout un groupe de collègues, mais je pense que nos estimations deviennent de plus en plus exactes et c'est basé sur les rapports derniers qui ont été publiés de RHSC et je pense que l'exactitude s'est améliorée pendant les dernières années.
Surtout par rapport au secteur privé et les variations qui ont été notées. Je pense que nous sommes en train de devenir de plus en plus exacts dans nos estimations et notre compréhension des choses. Jason, à vous la parole. Mais très bonne idée, Monica, question pertinente. Martin, je vais changer de vitesse ici. Je vois certaines questions ici concernant le PMA et le lancement des données. Peut-être qu'on pourrait avoir d'autres intervenants pour encourager nos collègues à organiser une conférence en ligne sur ces données particulières. Ce serait très intéressant. Nous sommes juste en train de présenter un petit aperçu de ces données. Peut-être que il y a quelques questions, réponses à prendre en considération puisque les données voilà, doivent être plus exactes. Peut-être que je pourrais demander aux collègues de nous fournir plus d'exactitude. Alors, prière d'envoyer des questions sur la boîte de conversation. Il y a des méthodes que je n'ai pas partagées, surtout par rapport aux questions de questionner certaines femmes aux méthodes utilisées. Ce sont voilà, des méthodes et des réponses qui ont été capturées à partir de l'utilisation continue de ces méthodes. Le changement, le transfert n'est pas noté par la majorité de ces utilisateurs. Et ce que je vois, c'est que ces utilisateurs n'utilisent pas les mêmes méthodes à travers le temps. Et j'espère que ceci a été clair. Il y a la question de Yves. Et Stars aussi avait des questions par rapport à ce changement, ce switch de méthode. Alors, Faith, peut-être que vous pourrez donner des résultats d'autres pays. Je sais que ces analyses sont en cours. Au moment de ce rapport, nous avons la publication du Burkina Faso qui ont été publiées, mais il y aura certainement des données supplémentaires et ce serait bien de les inclure et de donner des réponses sur les pays supplémentaires qui ont été rajoutés. Merci. J'espère que vous pourriez être en mesure de faire ceci. Ce sont des données extraordinaires. Il y a aussi des données en relation avec les intentions de fertilité, en termes de fertilité. Il y a aussi des données relatives aux revenus. J'encourage vivement d'accueillir des données plus approfondies pour ceux qui sont en train de lire ces articles. Bon, nous avons 2 minutes pour ceux qui sont en mesure de rester avec nous, qui sont en mesure de rester connectés. Je vois une question ici sur l'écran. Pourquoi ne pourrais-je pas poser une question? Peut-être il y a une question auquel nous avons déjà fourni une réponse. C'était une question relative au DMPA et aussi j'ai vu des données relatives au DMPC. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, quelques mots sur le DMPA-SC? Comment est-il possible de le faire? Quelles sont les données disponibles relatives à cet aspect? Oui, il y a deux sources pour comprendre les dynamiques le type d'injectable qui est utilisé. Ce sont les données PME dans certains pays où nous avons pu collecter des informations. Et puis après, nous avons quelques pays vraiment et là, on pourrait avoir une compréhension de ce à quoi les choses ressemblent. Ces pays sont dans l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait aussi regarder ces pays. Il faudrait que je m'assure de cela pour être correct. Et si vous voulez m'envoyer un email, je pourrais confirmer cela pour m'être sûr que je vous fournis l'information exacte. Les données sont vraiment très récentes. Nous n'avons pas beaucoup d'approches, mais ce que nous avons trouvé, c'est qu'il y a eu, chaque fois que des éléments ont rajouté, vous voyez beaucoup de chiffres au début, mais même si ces chiffres sont voilà, excessifs, avec le temps, on comprend ce que ces données nous communiquent et puis nous notons de l'intérêt avec le temps, mais c'est la façon avec laquelle nous commençons. Alors, il y a voilà, d'autres choses à rajouter, c'est que dans les années à venir,
il y a donc des enquêtes démographiques, des données, ou puis des enquêtes de données démographiques. Il y a même, voilà, il y a eu même des auto-injections qui sont inclus, et même peut-être que ces enquêtes ont besoin de données supplémentaires pour être complétées, mais ça va prendre un peu de temps avant que les pays ne puissent avoir accès à ces données. Peut-être ça pourrait être ajouté au module DHS. Merci pour cela. Alors, je vois beaucoup de questions dans la boîte de conversation. Je ne vais pas peut-être continuer, mais je vois une question importante de la part de Adam concernant l'inflation. Est-ce que le rapport voilà, inclut des informations supplémentaires concernant l'impact de l'inflation? Comment vous traitez ces fluctuations au niveau de la devise? Comment vous traitez-vous? C'est une question pertinente. Quelque chose que nous considérons dans nos approches. Nous utilisons ce sont des données, des points de données, et nous prenons en considération ces aspects fluctuations avec le temps, et nous avons des énoncés assez larges concernant ces approches. Essentiellement, nous avons peut-être des financements de la part de bailleurs de fonds. Nous voyons comment les choses se passent avec l'exception des Pays-Bas qui ont augmenté. Alors, une des choses que je voulais souligner est que c'est quelque chose de difficile qu'il faudrait évaluer. Des fois, nous avons un bailleur de fonds qui opère dans différents pays. Peut-être que le financement doit gérer ceci. Ce qui se passe au niveau des dépenses, c'est que le taux de change au niveau de ce pays, et des fois, il est difficile de calculer chaque dépense au niveau de chaque pays et faire procéder par fluctuation de taux d'échange au moment du décaissement. C'est quelque chose que nous avons essayé de faire. C'est un vrai défi. Par exemple, quand le dollar américain était donc augmenté il y a quelques années, alors il y avait un impact général sur cela. Il y avait des pays voilà, dont l'évaluation a décliné, et d'autres contre certaines devises. Alors, quel était l'impact que ceci a joué dans certains pays? C'est quelque chose que nous avons fait, mais ce sont des aspects clés que nous traitons. C'est un défi, et nous essayons d'atteindre une exactitude, mais c'est une question pertinente pour ainsi dire. Merci, Adam. Je vois beaucoup de questions qui sont déjà adressées à travers l'intervention d'Émilie. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de réponses qui sont fournies à ces questions. J'ai vu une question que Megan a posée sur l'intégration de la planification familiale et la collecte des données. Nous n'avons pas des indicateurs spécifiques dans un corset précis, surtout dans cette question d'intégration de planification familiale. Et c'est ce que nous avons certainement fait dans le cadre de l'analyse pour répondre aux questions précises. Je vous encourage vivement de pouvoir contacter l'équipe de planification familiale. Au lieu de répondre, nous avons pu répondre à certaines données. Il y a eu un groupe qui a suggéré qu'il y aurait des IMS spécifiques pour avoir des planifications familiales post-naissance. Et puis, nous avons aussi le FP 20, le site web de planification familiale 2030 dispose de ces données, et nous essayons de fournir l'assistance nécessaire pour essayer de regarder ces indicateurs de près et pour donner une idée sur l'approche adoptée. J'ai vu une question relative aux résultats du PM et l'adoption de certaines approches et des utilisateurs de méthodes contraceptives. Je voulais juste toucher à cette question très rapidement. Ce sont des questions qui sont adressées aux femmes, surtout à celles qui n'utilisaient pas des moyens contraceptifs en premier lieu, et celles qui ont décidé de l'utiliser en deuxième lieu. Nous n'avons pas posé des questions par rapport aux utilisations précédentes.
Peut-être qu'elles n'avaient jamais utilisé des moyens contraceptifs, peut-être qu'elles avaient des expériences concernant l'utilisation des moyens contraceptifs, mais voilà, mais nous voyons celles qui ont utilisé les moyens contraceptifs au moment de l'étude. Je pense que nous avons fait un travail excellent par rapport à la réponse. Vous savez où nous trouver. Nous aimerions donc recevoir et accueillir vos questions par rapport aux données. Nous avons une équipe spécialisée pour répondre à vos questions relatives à la planification féminine 2030. Nous sommes là pour répondre à vos questions et nous sommes ravis de fournir les données nécessaires. Nous avons hâte de continuer auprès de vous sur le progrès de la planification familiale et aussi les impacts de la pandémie sur cela. C'est toujours un honneur de coopérer avec l'équipe chargée des données et aussi tous les responsables qui constituent une partie importante de ce projet. Merci à tous ceux qui ont été en mesure de se joindre à nous aujourd'hui. Nous voyons vos efforts dans ces projets. C'est toujours un plaisir de pouvoir reconnaître tout le travail qui a été fait dans le cadre de ce projet. Alors, si Summer est encore avec nous et si elle veut clôturer cette session, faites-le, n'hésitez pas, et d'autres personnes. Merci, Jason. J'étais en train de noter mon mot de clôture. Merci beaucoup, c'était très pertinent. Quand vous entendez tout le travail qui est en train de se faire, et pour rendre ce rapport une vraie réalité et tous les efforts qui ont été investis, j'ai vu, je ne peux que remercier tous les membres pour tout le travail qu'ils ont fait. J'ai vu toutes les questions. Merci beaucoup. Nous apprécions votre engagement. Passez une bonne fin de journée et merci à tout le monde. Thank you. Merci, merci.